Bonjour à tous. Aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons à La Réunion à la découverte de deux beaux produits, la noix de coco et le curcuma. Nous irons à la rencontre de Didier, un passionné de noix de coco qui la travaille sous toutes ses formes. Puis nous retrouverons Guibert qui cultive du curcuma, une épice très répandue notamment dans la cuisine réunionnaise. Je vous laisse accompagner de ceux qui font perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. À 10 000 km de l'Hexagone, bordée par l'océan Indien, siège une terre que l'on prénomme l'île intense, la Réunion. Les volcans et les vents puissants l'ont bercé de flots de lave et d'eau salée qui lui ont forgé un caractère surprenant où la nature est à la fois tumultueuse et chaleureuse. Ces 2512 mètres carrés de territoire abritent une culture authentique qui s'exprime notamment à travers ses richesses culinaires. À la plaine des Grègues, un petit village situé à 800 mètres d'altitude, Guibert O'Haraud cultive et transforme le curcuma. Sous forme de poudre, il est un ingrédient indispensable de la cuisine réunionnaise, notamment dans l'un de ses plats emblématiques, le curry. L'exotisme de l'île évoque également ce qui passionne Didier Solès, la noix de coco. Mais à La Réunion, le coco n'est pas réellement consommé. Il est plutôt utilisé pour les cérémonies hindoues très pratiquées sur l'île. Didier a décidé de lui redonner vie. Tout commence à Saint-Leu, dans cette cocoterie. Didier rejoint David, le propriétaire des lieux. Équipé d'une ceinture de sécurité et de griffes d'élagage, ce dernier s'apprête à chercher les fruits. Didier doit en rapporter 200 à la Maison du Coco, qu'il a créée il y a 10 ans, dans le but de leur donner une place majeure sur l'île. Il est à 15 mètres à peu près. Mais il me dit qu'il en a qui font 30 mètres. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué avec le vent, tout ça. Mais là, pour lui, ça va. 15 mètres, ça va. Là-haut, David cueille les cocos fraîches directement sur l'arbre à l'aide d'une scie. Lorsqu'elles arrivent à maturité, au bout de 12 mois, elles peuvent tomber sur le sol sans être abîmées. Encore là-bas? Non, c'est bon, on peut descendre. Pour donner des fruits qui peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de diamètre, le cocotier a besoin d'un climat humide. La Réunion s'y prête bien, mais contrairement aux idées reçues, le coco n'y est pas arrivé naturellement. Le coco, il peut flotter pendant 9 mois, là, il va flotter. Et quand il se pose, donc, la grossesse est terminée, donc il va pomper le sol de l'île sur laquelle il va se poser. À La Réunion, c'est un amiral hollandais, donc il a déposé en 1650, parce qu'ici, à chaque fois que le coco arrive sur notre île, il est rejeté vers le large. Donc on n'a pas de plage, donc, on n'a que des grosses vagues, etc. Donc le coco, lorsqu'il arrive, il repart. Donc malheureusement, donc Seychelles, Madagascar, Mayotte, donc toutes les îles qui nous entourent, donc ça s'est fait comme ça, donc sauf nous. Donc, malheureusement, on n'est pas une île à coco. Donc si ce n'est pas l'homme qui plante, donc on n'aura pas de coco. Si Didier veut essayer maintenant. Ah non, pour moi, Le coco est entouré d'une épaisse enveloppe fibreuse appelée la bourre. La retirer nécessite une technique particulière et un savoir-faire que David connaît bien. Elle enveloppe la coque qui renferme l'amande et l'eau de coco, très riche en potassium. Un luxe sur l'île de La Réunion. Sur l'île, on a les cocos les plus chers au monde. Donc on a des cocos entre 3 et 6 euros pièce. Donc il faut aller fouiller chez l'exploitant. Et donc quand je mets la main sur une petite cocoterie, j'essaie de me fournir au maximum avec ce propriétaire-là. Didier a trouvé le bon partenaire, car David est conscient de la valeur du coco, appelé l'arbre de vie en Polynésie. Pour lui offrir un environnement sain, il se refuse l'utilisation de pesticides, même en cette sortie d'hiver australe qui vient de faire éclore tous les œufs de moustiques. Le coco, il est génial parce que son fruit nous apporte de l'eau, nous apporte à manger, une matière saine et qui n'a pas été touchée par les polluants. Et il nous apporte aussi avec ses feuilles un abri. Les Polynésiens, ça date peut-être de 2000 ans, 3000 ans qu'ils ont découvert ça. Et nous, on le découvre au XXIe siècle. Donc voilà, ça prendra peut-être un peu plus de temps pour entrer dans les mentalités.
À une cinquantaine de kilomètres de là, Guibert O'Haraud s'apprête à récolter le curcuma qui a été introduit sur l'île au XIXe siècle. Cette racine au goût marqué pousse en motte pendant 2 ans dans un sol riche, humide et granuleux. Si Guibert chante pour aller travailler, c'est que le décor en vaut la peine, à la plaine des Grègues, capitale du curcuma. On est en fait, la plaine des Grègues, ça fait penser au siècle de Sillaos, Salazie. On est en fait dans un mini-siècle, entouré de remparts, dans un accueil chaleureux. C'est un endroit que j'aime beaucoup, je suis né là, j'adore la nature. Le curcuma est aussi appelé ici safran pays. Ce qui lui donne cette couleur orange bien particulière, c'est la curcumine, un pigment souvent utilisé comme colorant, mais également très réputé pour ses vertus anti-inflammatoires et antioxydantes. Ben voilà, ça c'est le curcuma, bien sûr, ça c'est le rhizome mère, plus riche en curcumine, c'est pour ça qu'on l'appelle curcuma mère. Et celui-là, c'est les doigts qu'on met dans les plats, dans tous les plats réunionnais, dans tous les currys en fait. Bon, le curcuma des plaines des Grègues est meilleur, pourquoi? Parce que nous, on n'enlève rien dans le curcuma, on garde tout sa saveur en fait. On n'enlève pas la curcumine, on n'enlève rien. Tandis que de l'Inde, ils enlèvent la curcumine, et ben il n'y a plus rien dedans. C'est pour ça qu'il n'y a plus de goût, il n'y a plus de parfum, ça ne colore plus les plats, rien. Voilà. Après avoir sorti les rhizomes de la terre en juillet, Guibert les laisse sécher en espérant que le soleil soit au rendez-vous pour permettre de simplifier la prochaine étape. Bon voilà, là je suis en train de procéder au secouage du curcuma, enlever la terre avec les rhizomes en fait. Voilà. Il faut que ça soit quand même bien sec, hein. Il faut beaucoup de soleil. Ensuite, les plus petits comme ça, on met de côté pour la replantation. On met 2 petits rhizomes dans la terre et au bout de 2 ans, on a une motte de curcuma. Dans ses champs de 3,5 hectares, Guibert récolte 3 à 4 tonnes de curcuma par an. Son savoir-faire, il le tient de son père, dont il a repris l'exploitation il y a 20 ans. Je suis né dedans, voilà, j'ai aimé le métier. Je n'ai pas appris à l'école, donc j'ai repris le travail de mon père. Et je ne regrette pas jusqu'à maintenant. Mais il faut du courage par contre. Beaucoup de courage, beaucoup de travail. Mais en fait, ça paye. Le travail, ça paye. Voilà. Lorsque le temps le permet, Guibert peut repartir avec 15 à 20 caisses de curcuma. Mais le travail est loin d'être terminé. D'autres étapes l'attendent sur l'exploitation. Il en est de même pour les cocos de Didier. C'est ici, à la Maison du Coco, qu'ils vont être transformés. Tout est utilisé à commencer par l'amande. Pour y accéder, rien ne peut se faire à la main. Il faut enlever la bourre en l'empalant sur un pieu, quelques coups de machette sur la coque et le tour est joué. L'amande est râpée par cette machine que Didier est le seul à posséder sur l'île. Et c'est en pressant ce coco râpé que l'on obtient enfin le lait. Le lait de coco, on va l'utiliser principalement pour le petit punch coco. Donc on dit que c'est la boisson de nos dames ici. Un petit peu de lait de coco, un petit peu de rhum, un petit peu de sucre. Et les dames adorent ça. Et ensuite, on pourra aussi utiliser donc, le coco râpé ici pour faire les rochers coco ou les bobos coco, qui est la friandise la plus aimée sur l'île pratiquement. Donc on va directement aller voir Mirose, la championne du bobo coco. Ces friandises, très appréciées sur les marchés réunionnais, sont fabriquées ici avec des produits frais. 1 kilo de coco tout juste râpé, mélangé à 1 kilo de sucre, cette recette traditionnelle ne date pas d'hier. J'ai vu quand ma grand-mère le faisait. Ensuite, elle laissait sécher sur le toit parce qu'on dit que c'est le soleil qui va sécher le bobo coco. Mais comme je fais en pratique ici, donc j'ai constaté que c'était même pas que le soleil qui fait sécher la noix de coco, mais un bobo coco qui est bien réussi. Normalement, c'est en quelques secondes, on peut déguster le bobo coco. L'utilisation du fruit ne s'arrête pas là. Didier est aujourd'hui le seul producteur d'huile de coco vierge de l'océan Indien. Malgré la forte demande, l'offre reste petite et les prix encore trop élevés. Pour 1 litre d'huile vierge, Didier a besoin d'une vingtaine de noix de coco. Sa méthode de fabrication est australienne, sa particularité, c'est la rapidité. C'est la méthode la plus rapide au monde pour faire l'huile de coco, c'est-à-dire qu'on râpe, on sèche et on presse en moins d'1 heure de temps. Vous avez une huile qui est extra vierge. Donc c'est ce qui fait un petit peu les vertus de cette huile-là, c'est-à-dire que c'est très vite fait. Donc entre le moment où on casse le coco, on sèche et on presse et on met en bocal tout de suite. Entre 40 et 60 degrés, les 50% d'eau contenue dans le coco s'évaporent. Didier met ensuite le pied à l'étrier
pour le presser et récupérer les 43% d'huile qui pourront être utilisés en cuisine ou en cosmétique pour ses vertus hydratantes et antioxydantes. Lorsque l'huile refroidit, elle se transforme en beurre. Et avec le reste du coco râpé, Didier peut faire de la farine. Complet, le coco peut s'utiliser sous toutes ses formes. Et ce n'est pas le seul avantage. On peut dire que le coco est vierge et plutôt sain. Donc, ça a été utilisé en intraveineuse en 39-45 par les militaires américains aux Philippines, par exemple. Parce qu'en fait, l'eau qu'on retrouve dans le coco vient des racines, mais il y a une telle filtration par le tronc, qu'on appelle le stipe, qui est composé de fibres. Et il y a une telle filtration que l'eau qu'on retrouve en haut est stérile. Il y a 6 ans, Didier crée une ferme pédagogique à la Maison du Coco. Si les touristes viennent découvrir le fruit à travers des ateliers, le coco est aussi devenu la nourriture des animaux, comme Lola, qui ne mange que ça. Allez, mange un petit coup. Allez, c'est bon, nounou? Allez, mange un petit peu. Didier en est certain. Les usages multiples du fruit peuvent offrir à l'île de la Réunion une belle perspective d'avenir et un développement durable. Le tronc du cocotier peut se transformer en bois, on peut le travailler en ébénisterie, donc les feuilles en tressage, la bourre du coco, donc pour tout ce qui est fibre, ça peut servir pour les fosses septiques, ça peut servir comme isolant phonique, thermique, etc. On pourra l'utiliser en cordage, on a la coque qui pourra s'utiliser en artisanat, la noix qui pourra s'utiliser en lait, de l'huile, etc. Il y a l'eau de coco, donc on a vraiment multiples facettes du coco à mettre en valeur. Et pour une petite île comme la nôtre où on est souvent au chômage, donc ça serait une opportunité, je pense, pour les politiques d'avoir un regard sur le cocotier. Ça serait très bien pour notre île, je pense. Sur ces cocotiers, Didier récupère également la sève pour la transformer en caramel, en mélasse ou en sucre. Selon lui, le cocotier pourrait remplacer la canne à sucre qui représente 57% de la superficie agricole de l'île. Un hectare de cocotier peut rapporter 3 fois plus de sucre qu'un hectare de canne, avec une qualité gustative comparable et un indice glycémique très faible, qui pourrait même être toléré par certains diabétiques. Mon fournisseur de coco, donc sur Vincent d'Eau, donc il est d'accord pour replanter des cocotiers. Et comme il a des cocotiers qui sont déjà assez adultes, on serait vraiment très intéressé pour mettre en place une production de sucre local. Donc, et on serait peut-être les premiers Européens à lancer notre sucre de coco. Donc c'est parmi nos objectifs. De retour sur son exploitation, il est temps pour Guibert de couper les racines de cette montagne de rhizomes. Il n'existe malheureusement pas de machine, tout se fait à la main et au cutter. Si on est tout seul devant un tas de curcuma comme ça, c'est vrai qu'on se décourage vite. Mais quand on fait en famille, c'est plus encourageant. Il y a ma maman, mon fils, ma fille, mon ouvrier. Voilà. Quand on est plusieurs, ça avance plus vite, en disant des blagues. Séparés de leurs racines, les rhizomes de curcuma sont lavés dans cette bétonneuse. Ils sèchent ensuite au soleil, sous cette serre qu'a fabriquée Guibert pour protéger le curcuma en cas de pluie. Voilà, ce curcuma-là, ça fait à peu près 8 jours qu'il est là-dessous, à sécher. Et là, c'est idéal pour mettre dans les hachoirs, pour mettre en lamelles, et faire sécher, bien sûr, avant le broyage, avant la phase finale. Les rhizomes sont coupés en lamelles dans cette machine, puis à nouveau étalés afin d'éviter l'oxydation. Pour Guibert, le plus gros du travail est fait. Voilà, en fait, le curcuma, quand on le transforme, on le met en lamelles, il y a un parfum qui dégage dans les narines, c'est super bon. Et j'adore ça. Et c'est pour ça que je fais le curcuma aussi, d'ailleurs. Et voilà, c'est un beau métier. C'est dur, c'est pénible, mais à la fin, on n'est pas pédant, quoi. Lorsque le curcuma est sec et craquant sous la main, il est broyé dans cet atelier et réduit en poudre. Guibert le met alors en sachet avec l'aide de sa relève. C'est mon fils qui colle les étiquettes, oui. Je souhaite bien qu'il va reprendre tout le travail que j'ai fait derrière. Le plusieurs est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à récolter. Plus tard, j'aimerais bien reprendre la relève de mon père. C'est un exemple pour moi, c'est mon modèle. Il m'a tout appris dans ce métier. Et oui, j'aimerais bien reprendre tout ça plus tard. Je suis très fier d'entendre mon fils parler comme ça. Ça me fait chaud au cœur. Ouais. Guibert peut aussi compter sur sa mère.
qui n'est jamais bien loin. Elle a toujours été près de moi pour m'aider à travailler. Elle a quand même 77 ans. Elle est quand même assez costaud. Un peu fatiguée, mais ça tient. C'est une famille qui aime bouger beaucoup. C'est pour ça qu'on est en forme. Voilà. Tout ce travail, Jackie le valorise à sa manière. Il organise des ateliers de cuisine en s'inspirant de ce qu'il trouve sur le marché. Et aujourd'hui, le produit phare, c'est le curcuma. Et on ne met pas de curcuma dans ce fameux bread room qu'on a. On va vous prendre donc ça, du curcuma, le vinaigre aussi, et le sirop et puis la gelée aussi. L'objectif, c'est de faire découvrir et faire connaître les produits réunionnais et aussi la cuisine de la Réunion, qui est très riche. La cuisine de la Réunion va puiser son inspiration à 80% de la cuisine indienne. D'ailleurs, le mot curry est un mot d'origine indienne. Les participants découvrent de nombreux produits comme ce chou palmiste, le cœur de l'arbre mort qu'il n'est possible d'obtenir qu'au bout de 7 à 8 ans. Les courses sont faites, il est temps de se mettre à la cuisine dans un décor paradisiaque. On va s'installer là et on va donc préparer tout ce qu'on a acheté au marché tout à l'heure. Voilà, donc toutes nos courses sont là. Enfin, les clés. Si vous voulez, la tradition à La Réunion, ce sont ces gros pique-niques familiaux et amicaux aussi. On vient et quasiment rien n'est prêt et on va tout cuisiner sur place dans ces petits foyers qui sont prévus pour ça, cet effet. Et c'est vraiment la grande tradition, c'est de manger comme ça. Et on passe la journée à jouer, à manger et à boire. Au menu, curry de poulet au chou de palmiste et samoussa au thon. Jackie a apporté l'outil indispensable dans la cuisine locale, le pilon. Ce galet servant à piler les aliments se trouve en bord de mer, façonné par l'eau à force de rouler. Il y a beaucoup de croyances autour du pilon. C'était aussi le premier cadeau qu'on offrait à un couple qui allait s'installer ou se marier. Et en général, c'était le papa du marié qui l'offrait à sa belle-fille. Le message était très clair, c'est « fais la cuisine et nourris bien mon fils ». Avec le pilon, Jackie prépare la garniture à base d'ail, de thon et d'épices pour les samoussas. Chaque ingrédient a son histoire et la technique pour plier les samoussas est particulière. Pendant que les participants se font la main, le poulet cuit sur le feu avec les tomates, le chou palmiste et le curcuma. Il est temps de passer à la dégustation. Et voilà, le curry poulet au palmiste. C'est votre réalisation. Les réactions sont positives, les visiteurs convaincus. À tel point d'ailleurs que certains reviennent régulièrement. À chaque fois, il me fait apprendre des nouveaux plats de la Réunion que je ne connais pas, que ce soit palmiste, avec ou sans des légumes que je ne connais pas. Et à chaque fois, c'est une bonne surprise. C'est toujours très très bon, il n'y a aucun problème. Des fois, ils s'attendent à ce que ce soit trop relevé ou trop pimenté ou quoi que ce soit. Mais en fait, ils sont surpris par comme tout s'assemble correctement, quoi. Et merveilleusement bien, on va dire. Comme notre population métissée qui s'assemble et qui vit ensemble parfaitement. Elle est à l'image de notre cuisine. De son côté, Didier reçoit Supra Magnan, un prêtre hindou. Il souhaite lui proposer un partenariat afin de récupérer les cocos utilisés dans les rites hindous pour éviter le gaspillage. Car après avoir été ouverts, les cocos sont jetés en très grande quantité. On voudrait transformer ces cocos en huile, en savon, en farine, une multitude de choses. Et on aimerait que vous nous en donniez. Notre coco est trop cher, donc on a besoin du maximum de coco. Pour le convaincre, Didier montre au prêtre sa technique de transformation de la coque en objet artisanal. Une manière simple, rapide et rentable. C'est simple. Oui, très simple. Oui, et ça, je peux le vendre 2 €. Pour la Réunion, je pense que c'est une bonne chose. Car les hindous le rejettent à la mer, alors qu'ils pourraient gagner de l'argent avec. S'ils le veulent, je peux leur montrer comment faire. Comment le transformer? Oui, c'est une très bonne idée. On le fait en Inde, donc il y a des choses à faire. On peut utiliser toutes les parties dans le coco. C'est important. L'Inde est un pays exemplaire pour l'utilisation du coco, qui fait partie intégrante de la culture.
Didier a déjà trouvé plusieurs temples hindous pour le suivre dans ses démarches et ce prêtre semble également valider sa proposition. Swami est venu nous voir ici et c'est vrai qu'on a discuté avec lui et c'est vrai qu'il était un petit peu sur la même longueur d'onde que moi. Et moi je suis très impressionné par tout ce qui se fait en Inde parce qu'en Inde c'est vrai que c'est un pays beaucoup plus pauvre que le nôtre peut-être, mais où ils utilisent tout du coco. Et ici on n'en fait qu'1 centième on va dire. Didier et ce prêtre ont trouvé un bon compromis car les rituels hindous sont voués à perdurer sur l'île et l'utilisation de la noix de coco considérée comme le fruit de Dieu est capitale. Quand on casse le coco, on délaisse notre ego pour gagner du savoir, de la connaissance. On ne peut rien faire sans noix de coco. Aucune cérémonie, rien. Régulièrement, Guibert organise des portes ouvertes sur son exploitation. Il en profite pour montrer le travail du curcuma et le faire goûter à travers des repas élaborés sur place. Mais malheureusement, pour les repas, aujourd'hui, j'ai refusé beaucoup de monde. Aujourd'hui et pour demain, je suis désolé, mais on a une certaine quantité à prendre et on ne peut pas faire plus. Même si Guibert reproduit les mêmes gestes que chaque jour, ces portes ouvertes lui permettent d'échanger son savoir dans une ambiance chaleureuse et festive, éveillant la curiosité des visiteurs. Mais alors, quand vous replantez, vous prenez juste un rhizome, en fait, vous plantez comme ça, quoi. On prend les plus petits, on met de côté pour replanter. On peut planter ça aussi, hein. Voilà. Didier explique chaque étape. Son métier intéresse et surprend tout type de visiteurs, même d'anciens habitants de l'île. Nous avons vécu de 99 à 2001 ici. Et donc là, on vient en vacances et je cherche à acheter des produits pour emmener en métropole. Nous aimons toujours avoir affaire aux producteurs pour acheter en direct et maintenir les productions locales et du terroir, pour maintenir un peu le patrimoine. J'espère que pour le curcuma qu'il y a une longue vie, et on continue dans la bonne voie. Voilà, que les gens consomment de plus en plus. Les gens font déjà la différence entre le curcuma de la Réunion et le curcuma d'Inde. Pour moi, le but, c'est quoi? C'est vendre mon produit, bien sûr. Hein, et que les gens soient contents. Et ils voient vraiment que c'est un produit de qualité, c'est fait avec amour. Voilà. Pour Guibert, la mission est accomplie. Grâce à ses portes ouvertes et son travail passionné, le curcuma trouve de nombreux adeptes qui assurent la pérennisation de ce produit traditionnel. Quant à Didier, si les vagues ne porteront jamais les noix de coco jusqu'à la terre de son île, il est sur la bonne voie pour les faire devenir reines et offrir un nouveau visage à la Réunion. Aujourd'hui, je vous propose un ananas poché au curcuma, déclinaison de coco. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour l'ananas poché au curcuma, un ananas Victoria, 180 g de sucre, 10 g de curcuma frais. Pour le crumble coco, 50 g de sucre de canne, 50 g de beurre, 50 g de farine, 35 g de noix de coco fraîches râpées. Pour le chantilly coco, 100 g de crème fraîche entière, 40 g de noix de coco fraîches râpées, 10 g de sucre glace. Pour la sauce caramel curcuma, 75 g de sucre, 10 g d'eau, 5 g de crème fraîche entière, 15 g de beurre, un quart de cuillère à café de curcuma en poudre. Pour la gelée de coco, 100 g d'eau de coco, 30 g de sucre, 50 g de crème, 3 feuilles de gélatine. De préférence, choisissez un ananas Victoria bien mûr et pour l'éplucher, suivre les courbes en le faisant légèrement tourner sur lui-même. Peler et émincer le curcuma. Mettre dans une casserole l'ananas entier avec le curcuma et le sucre. Ajoutez de l'eau à hauteur et cuire à couvert pendant 25 minutes. Laissez ensuite refroidir dans le sirop. Mélangez le beurre mou et le sucre de canne. Ajoutez la farine et la noix de coco râpée. Remuez le tout. Émiettez l'appareil en formant des petits morceaux et les cuire sur une plaque pendant 15 minutes à un four préchauffé à 160 degrés. Réunir la crème, la noix de coco râpée et le sucre glace dans un bol. Mixer jusqu'à ce que la crème épaississe. Mettre la chantilly dans une poche pâtissière munie d'une douille uni-moyenne et réserver au réfrigérateur. Dans une casserole, versez l'eau et le sucre, puis portez à ébullition
jusqu'à obtention d'un caramel. Versez la crème et la poudre de curcuma, cuire 1 minute. Attention, plus vous allez cuire votre caramel, plus il va passer de la consistance liquide que l'on recherche à une consistance solide. Ajoutez le beurre, puis laissez refroidir à température ambiante. Ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau. Chauffez la crème et le sucre dans une casserole et incorporez la gélatine. Mélangez la crème à l'eau de coco. Versez le liquide sur une plaque, puis réservez au réfrigérateur. Une fois la gelée prise, détaillez des petits cercles à l'aide d'un apporte-pièce. Coupez l'ananas en 4 quartiers et détaillez de fines tranches dans la longueur. Enroulez 12 tranches sur elles-mêmes et les garnir de chantilly coco. Déposez sur chaque assiette une tranche d'ananas et 3 rouleaux garnis de chantilly. Avec le reste de chantilly coco, faire 3 points sur chaque tranche d'ananas. Disposez 5 cercles de gelée de coco et quelques morceaux de crumble. Finir par des traits de caramel de curcuma et éventuellement quelques fleurs. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très bientôt.